Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les dynamiques territoriales pour l'emploi, organisé par PQNA. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission emploi à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Maïder. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je suis Maïder Lassalle, chargée d'études à PQNA. Je travaille sur une mission de capitalisation des démarches territorialisées pour l'emploi. Pour permettre une fluidité des échanges, je vous rappelle quelques règles d'ordre technique. Vos micros sont coupés, vous ne pouvez donc pas intervenir oralement. Si vous avez des remarques techniques, n'hésitez pas à les faire dans le chat, à les exprimer dans cette rubrique. Notre collègue Laurine Brun vous répondra si besoin. Si vous avez des questions pour les témoins, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions et non pas dans le chat. Vous pouvez également voter pour la question qui vous plaît en cliquant sur le triangle qui est à côté de la question posée par un participant. Et après un premier temps d'interview avec les témoins, on pourra les prendre certaines de vos questions. Alors Maïder, avant de commencer, quelques mots pour présenter Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr. Alors, Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine est un centre de ressources sur le développement territorial. Il est porté par l'État et la région. Notre mission vise à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques sur les territoires à travers de la mise en réseau d'acteurs, de la capitalisation d'expériences, de l'échange de pratiques ou encore du travail d'analyse. Nous partageons avec vous les ressources que nous avons produites sur les démarches territorialisées pour l'emploi. Alors, vous trouverez des fiches d'expérience, des comptes rendus, le panorama des dispositifs de l'insertion professionnelle, la lettre d'information mensuelle pour l'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et notamment sur la page dédiée à l'emploi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler quelques constats que nous avons pu formuler sur la base d'échanges avec les professionnels ces derniers mois. Dans le domaine des politiques publiques de l'emploi, de nombreuses actions sont mises en place dans les territoires en matière de remobilisation des publics, de formation, de construction de parcours, de mobilisation et de partenariat avec les entreprises. Ces actions sont portées par de nombreux maîtres d'ouvrage publics, privés, associatifs. Mais pour autant, la cohérence entre toutes ces actions n'est pas évidente à percevoir sur un territoire. Et on constate une réelle difficulté à bâtir une véritable stratégie territorialisée sur l'emploi au niveau local. Et dernier point, la collaboration, elle est souhaitée par quasiment tous les acteurs qu'on a pu rencontrer. Mais dans la pratique, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Et on peut constater parfois des logiques de concurrence ou de cloisonnement. Justement, l'un des objets de ce webinaire, c'est de valoriser des bonnes pratiques, des témoignages qui donnent des idées sur des approches plus intégrées, plus cohérentes, plus globales. Donc, ce cycle est composé de 2 formats complémentaires, un format plutôt descendant, comme c'est le cas aujourd'hui, où on valorise des bonnes pratiques inspirantes, et un format plus participatif, plus horizontal, qu'on appelle Atelier de passage à l'action, et qui aura lieu le 15 juin prochain. Nous y reviendrons en fin de webinaire. Alors, nous avons organisé un premier groupe de travail le 16 mars dernier, qui avait réuni une trentaine de professionnels issus des territoires urbains et ruraux. Et cette réunion est visée à élaborer un premier état des lieux sur les pratiques à l'œuvre dans les territoires et sur les défis à relever. Alors Maïder, on va revenir ensemble sur quelques éléments saillants de cette rencontre. Ouais. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a un enjeu fort à ce que les territoires affirment leur rôle dans le domaine de l'emploi, en se positionnant sur 2 champs. Donc, tout d'abord, en facilitant l'interconnaissance des acteurs locaux par la création et l'animation d'un réseau d'acteurs, en intégrant les entreprises dans la gouvernance locale, mais aussi des acteurs de la société civile. Et deuxièmement, en élaborant une stratégie territorialisée pour l'emploi, par la réalisation d'un diagnostic et la mise en place d'une stratégie afin d'articuler les différentes initiatives locales de manière cohérente et efficace. Donc, dans cette animation locale, comme vient de le dire Maïder, il y a 3 types d'acteurs à associer étroitement dans la démarche. D'abord les publics, les ressources humaines sur le territoire.
Il s'agit notamment de s'approprier la démarche du « aller vers ces publics » qui sont éloignés de l'emploi, pour leur apporter une réponse qui est la plus coordonnée possible entre partenaires. Il y a ensuite les entreprises, avec 3 points importants qui avaient été mentionnés. D'abord, avoir une attention particulière pour les entreprises qui sont dans des secteurs en tension, et qui ont pu être aussi fragilisés par la crise. Deuxième point, c'est que le territoire doit être acteur de la redynamisation économique dans ce contexte particulièrement difficile, et présent aussi pour structurer la dynamique de responsabilité sociale des entreprises. Et plus largement, c'est la relation avec la société civile qu'il faut renforcer pour imaginer des coopérations à venir. Si vous avez manqué ce groupe de travail, vous pouvez retrouver les éléments de restitution de cette première rencontre sur notre site. Donc, vous trouverez la présentation en replay de Nicolas Girglova du labo de l'ESS qui nous a partagé les informations sur les dynamiques collectives dans les territoires. Et vous trouverez également le tableau qui retrace l'ensemble des échanges ayant eu lieu au cours de ce groupe de travail. Merci Maïder. On se retrouve tout à l'heure. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Je vais vous dire un petit déroulé rapide de cette matinée. Donc, pour cette rencontre sur la coopération locale pour l'emploi, nous avons 2 expériences qui sont présentées. La première, c'est l'expérimentation au territoire zéro chômeur de longue durée à Castillon-la-Bataille, avec Monsieur Jacques Breillat, maire de Castillon. Bonjour. La seconde, c'est le tiers-lieu L'Escalier à Saint-Léonard-de-Noblat, avec 2 témoins qui sont à distance. Maxime Roby, qui est chef de projet du PLTR Monts et Barrages. Je ne sais pas si vous nous entendez. On va établir la connexion. Et Élodie Lang, qui est coordinatrice de l'escalier du tiers-lieu. Donc, on va commencer par Monsieur Breillat et on va vous proposer une interview croisée. Donc, la première question, eh bien, c'est de savoir, Monsieur Breillat, quel est le contexte finalement du territoire, le contexte socio-économique Castillon-la-Bataille, et qu'est-ce qui vous a amené ces dernières années à vous lancer dans cette expérimentation, dans cette démarche? En gros, c'est quoi la genèse du projet? La genèse, c'est d'abord la prise en compte de la réalité de ce territoire, qui est un territoire magnifique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je les invite à venir le visiter, mais et surtout un territoire qui est marqué par une très forte fragilité sociale, finalement. Un territoire sur lequel on a aujourd'hui des indicateurs sociaux qui sont particulièrement dégradés, notamment sur les questions d'emploi, puisque nous avons 25% d'allocataires du RSA sur la commune, un taux de chômage de 27%, une commune qui est en déprise parce que les modèles économiques de la viticulture ont évolué et qu'aujourd'hui, il y avait la nécessité d'intégrer dans un projet global de ville la dimension de l'emploi. C'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, un territoire fragilisé sur lequel nous sommes face à un paradoxe. Nous avons à la fois beaucoup de personnes qui sont en situation de non-emploi et des besoins qui sont énormes. Et c'est le croisement de ces 2 données qui nous a invités, qui nous a donné envie de nous lancer sur cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Racontez-nous un peu comment vous avez démarré. On n'est pas encore dans la réalisation du projet, mais comment vous vous êtes rapproché de cette expérimentation nationale? Comment vous avez commencé à connecter un peu les différentes opportunités entre elles? J'allais dire de façon très, très prosaïque sur des démarches qui étaient des démarches de terrain essentiellement. Et la première des démarches, ça a été la mobilisation des acteurs locaux. Je crois que ce qui fait la spécificité de territoire zéro chômeur de longue durée, on aura l'occasion d'en reparler, c'est bien cette mobilisation des demandeurs d'emploi, des personnes privées durablement d'emploi elles-mêmes. Et donc, la première démarche qui a été la nôtre, lorsqu'on a vu apparaître l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée au niveau national, ça a été de nous dire, mais finalement, nous correspondons parfaitement à ces territoires qui ont besoin de ce type de démarche innovante, d'expérimentation sociale, et donc de mobiliser très vite l'ensemble des acteurs, au sens large, et les acteurs de services publics évidemment, mais pas seulement. Mobiliser aussi très fortement les personnes privées durablement d'emploi, mobiliser les chefs d'entreprise du territoire, mobiliser l'ensemble de ces acteurs pour qu'on puisse
autour d'une table, dans le cadre d'une démarche qu'on appelle la fabrique du consensus au sein de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, qu'on puisse ensemble travailler à l'élaboration de ce projet qui ne peut correspondre qu'à la spécificité du territoire sur lequel nous sommes. Et je crois que c'était là la volonté qui était la nôtre au début. Et donc, il a fallu mettre tous ces acteurs en dynamique. Et ça a été la première démarche. Et puis, on a candidaté tout de suite à la première expérimentation. Donc, il a fallu là rentrer dans des choses beaucoup plus techniques, notamment remplir un cahier des charges pour pouvoir postuler et entrer dans les 10 premiers territoires qui étaient lancés sur cette expérimentation. Et nous avons eu la mauvaise surprise de ne pas être retenus sur cette première démarche. Nous étions 12e sur 10, ce qui n'est pas une place très enviable, à la fois proche de l'entrée, mais pas dans l'expérimentation. Et je crois qu'il y a eu un déclic qui s'est quand même qui est intervenu, et on a voulu continuer. Et voilà, on n'a rien lâché, et on a donc continué toutes les années qu'on suivit à travailler sur Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Et pour vous, rentrer à l'époque, donc c'était en 2016, je crois, dans ce dispositif, c'était un peu une évidence, ou vous vous êtes dit, pour répondre aux problématiques socio-économiques de Question la bataille, vous aviez différents outils, ou comment vous êtes allé là-dessus? Est-ce que ça a été naturel, ou on est venu vous chercher, ou c'est vous qui avez forcé un peu la porte? Non, c'est nous qui avons décidé d'y aller de façon la plus volontaire possible, parce que lorsqu'on a vu cette expérimentation apparaître, et qu'on a regardé les critères de cette expérimentation, on s'est dit, mais on colle parfaitement finalement à cette dimension de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Nous avons sur la ville 533 personnes privées durablement d'emploi. 533 personnes sur une commune de 3200 habitants. Vous imaginez les choses. Et donc, la question de la privation d'emploi de longue durée est évidemment une problématique qui est au cœur de la réalité de la ville dont je suis maire. Et donc, il fallait trouver des réponses, mais des réponses concrètes. Alors, nous avions évidemment l'accès à l'ensemble des dispositifs de service public de l'emploi qui sont activés. Nous avions la mission locale, le PLI, bref, ce que l'ensemble des personnes qui nous suivent connaissent, présence sur les territoires, aussi d'acteurs de l'insertion. Mais il nous semblait qu'il fallait, sur cette question spécifique des personnes privées durablement d'emploi, un outil nouveau qui nous permette de lancer des démarches aussi qui sont des démarches très expérimentales, parce qu'elles partent des personnes privées durablement d'emploi elles-mêmes. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Alors, vous avez été élu maire pour la première fois en 2014. C'est ça. Est-ce qu'il y a dans le territoire, et donc dès votre arrivée, d'autres grands projets qui peuvent faire écho à Zéro Chômeur et qui contribuent à redynamiser le territoire? Je crois que ce qu'il faut expliquer, c'est que nous sommes sur un projet de revitalisation de centre-bourg. C'est un projet global. Vous savez, on est sur un territoire qui est tellement fragile qu'on n'a pas le luxe sur ce territoire de développer de façon séquentielle, comme on le fait souvent en politique publique, un aspect sur l'urbanisme, sur l'habitat, sur le tourisme, sur l'économie. Il nous fallait avoir un projet global. Et ce projet global, c'est la revitalisation du centre-bourg à travers un diagnostic approfondi opérationnel qui a été conduit. Et donc, vous voyez que Territoire Zéro Chômeur de longue durée n'est pas une opération particulière, mais elle s'inscrit dans une vision globale de politique publique, et parce que la dimension sociale des défis qui étaient posés est très forte sur la ville, et qu'il nous fallait là aussi expérimenter des choses. Et donc, c'est dans le cadre de cette réflexion globale sur les équilibres de la ville, aussi bien au niveau de l'habitat, de l'économie, du tourisme, comme je viens de le dire, que des mobilités aussi, que nous avons décidé de nous lancer sur Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Très bien, donc j'entends un projet global qui est notamment marqué par ce projet de revitalisation de centre-bourg, centre-ville, et une démarche Zéro Chômeur qui finalement est étroitement imbriquée avec la première. Est-ce que sur le contexte socio-économique, pour vous, on a à peu près fait le tour du… On a à peu près fait le tour. Peut-être rappeler aussi que des communes de la Maille de Castillon-la-Bataille, c'est-à-dire des communes qui sont dans des strates démographiques où il y a finalement des petits pôles de centralité, ce que nous sommes, qui sont des communes très utiles dans l'armature de l'aménagement du territoire en France, mais qui ont été longtemps oubliées des politiques publiques, ont dû elles-mêmes, et c'était la démarche qu'on a conduite, prendre en charge et provoquer les choses. Parce que lorsqu'on a lancé Territoire Zéro Chômeur de longue durée et les réflexions sur le diagnostic de revitalisation de centre-bourg, nous n'entrions dans aucune politique publique d'État. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, on l'a un peu oublié, c'était il y a quelques années seulement.
Nous étions trop petits pour rentrer dans la politique de la ville, alors même que vous vous doutez bien que les indicateurs sociaux qui étaient les nôtres, plus de 50% de la population ayant un revenu inférieur ou égal à 11 250 €, revenu médian par an, nous étions en plein dans ce critère de pauvreté, mais trop petits démographiquement, il n'y avait pas 10 000 habitants, donc on ne pouvait pas aller sur ces dispositifs, on ne pouvait pas aller en zone de revitalisation rurale. Nous n'avions à l'époque aucun dispositif de politique publique qui nous était ouvert. Il a fallu donc aussi, à travers un dialogue avec l'État, et puis des démarches de sensibilisation d'un certain nombre de ministères et puis de l'autorité préfectorale, attirer l'attention des pouvoirs publics sur cette carence. On ne peut pas laisser, dans un pays où 50% de la population vit dans des communes de moins de 10 000 habitants, se développer sans y apporter de réponse, des phénomènes de pauvreté comme ceux que nous avons vécus. Voilà. Donc c'était aussi ça, territoire zéro chômeur de longue durée. C'est un élément très important de politique publique qui s'inclut dans une vision globale et dans une période que je rappelais, pendant laquelle les pouvoirs publics ne portaient pas suffisamment d'attention à nos communes. Eh bien, merci Monsieur Breillat pour cette première question. On va se télédéporter en Haute-Vienne pour poser la même question à nos collègues de Monts et Barrages. Bonjour Maxime. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Vous nous entendez bien, c'est parfait. On vous entend bien aussi. Donc, est-ce que vous pouvez même question pour Monsieur Breillat, nous décrire un peu le contexte socio-économique du territoire Monts et Barrages et puis nous raconter un peu les conditions historiques, on va dire, qui vous ont amené à bâtir ce projet? Oui, bien sûr. Donc, le pays Monts et Barrages, c'est un territoire qui fait à peu près 24 000 habitants, qui est situé à l'est de l'agglomération de Limoges, d'un côté, et à l'est, le parc naturel régional de Millevaches. Donc, c'est un territoire de transition qui comprend 3 communautés de communes, dont celle de Noblat, dont l'Escalier fait partie. Et en particulier Saint-Léonard de Noblat, qui est la plus grosse commune de ce territoire-là et qui fait 4 600 habitants. C'est un territoire qui a quelques particularités concernant l'emploi, à la fois un taux de concentration d'emploi sur la communauté de communes de Saint-Léonard qui est de seulement 50%. Ce que ça veut dire, c'est que une personne active sur 2 de la communauté de communes de Noblat travaille en dehors de la communauté de communes, et ça nous montre bien en fait le rôle attractif de l'agglo en matière d'emploi. Ça ne veut pas dire non plus que nous ne sommes pas un bassin d'emploi. Ensuite, c'est caractérisé par un nombre de chômeurs de longue durée, là aussi relativement important à l'échelle à la fois du territoire de Monts et Barrages, mais également de la communauté de communes de Noblat et de Saint-Léonard, et un éloignement relatif d'un certain nombre de personnes du numérique et qu'on peut considérer comme étant des freins dans l'accès à l'emploi. Voilà. C'est un territoire qui pour autant reste très dynamique, qui a une économie de proximité relativement homogène même sur le territoire, avec quelques pôles centraux qui jouent vraiment leur rôle centralisateur à l'échelle de leur bassin de vie. Ça rentre là aussi, comme le disait Monsieur Breillat, dans une politique globale de revitalisation de centre-bourg concernant en tout cas Saint-Léonard, qui depuis 2016 est la candidature à un appel à projet du CGET sur l'attractivité de son territoire, travaille sur un certain nombre d'items et en particulier l'emploi et l'escalier. L'initiative qu'Élodie va vous présenter tout à l'heure, c'est très bien intégré dans l'ensemble des caractéristiques qui caractérisaient qui illustraient notre territoire. Sur le contexte, peut-être sur la genèse du projet, tu peux rentrer un peu dans le début du tiers-lieu, comment c'est arrivé, toujours sur cette première séquence. Ouais. C'est vrai que, alors pour le coup, moi à l'époque, pour le pays Monts et Barrages, j'étais animateur du développement économique. Donc le but, outre accompagner les communautés de communes et le pays à monter des stratégies de développement territorial en matière d'économie, c'était aussi accompagner les porteurs de projets. Et la communauté de communes de Noblat avait été contactée par un porteur de projet qui souhaitait faire venir une formation.
sur le territoire. C'est assez intéressant parce que des formations à l'échelle de tout le pays Monts et Barrages, en fait, au-delà du scolaire, donc école, collège, lycée, il n'y en avait pas. Et ce porteur de projet est venu en nous disant « j'ai envie de faire une école qualifiante sur le numérique ». Donc, c'était assez déroutant pour nous, d'autant plus qu'on travaillait assez peu sur l'emploi à l'époque. Et je pense que l'accompagnement de l'escalier nous a permis, nous aussi, territoire, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. On en reviendra peut-être là-dessus plus tard. En tout cas, voilà, on a un porteur de projet qui est venu déjà avec l'idée de créer une formation. Il voulait d'ores et déjà être labellisé Grande École du Numérique, considérant que les entreprises du territoire, si elles ne sont pas des entreprises du numérique, sont malgré tout inscrits dans une économie qui se digitalise. Donc, de toute façon, cette formation et les gens qui sortiront de cette formation-là auront un rôle prédominant dans l'économie de demain, en accompagnant la digitalisation des entreprises du territoire. Donc, de ce constat-là, on lui a dit oui, c'est hyper intéressant, évidemment, pour le territoire, et les élus, Alain Darbon notamment, qui est président de la Comcom et maire de Saint-Léonard, a largement soutenu le projet dès le début. Mais on s'est dit, quitte à avoir un lieu où former les gens, autant travailler sur un lieu qui pourrait être ouvert sur la ville, donc répondre aussi à d'autres caractéristiques ou d'autres enjeux, et notamment de revitalisation, et on rentrait dans une logique de tiers-lieu. À partir de là, et il a eu cette ouverture d'esprit qui a dit très très vite, oui, tout à fait, faites-moi visiter des choses, et on a créé une méthodologie de conduite du projet pour réussir à ouvrir ce lieu et ouvrir la formation. Voilà. Est-ce que sur cette première partie, tu souhaites rajouter quelque chose pour bien comprendre le territoire et la genèse, ou sinon on enchaîne? Juste, je compléterai en disant que l'accompagnement de l'escalier, du point de vue de nos territoires, nous a permis, nous aussi, de rentrer dans cette thématique et l'emploi, qui n'est pas une thématique facile à aborder pour les territoires. Et ça nous a permis aussi de mettre en place, dans l'année qui a suivi l'accompagnement de l'escalier, une GPECT, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, à l'échelle du pays Monts et Barrages, en partenariat avec un territoire voisin, qui est le pays sud-creusois, où là, on travaille avec les entreprises des filières en tension ou à fort potentiel du territoire pour leur aider dans leurs problématiques liées à l'emploi, en matière de recrutement, en matière de formation, pour fixer les gens, travailler aussi sur l'attractivité de nos territoires. Donc ça, c'est une des actions, et on déploie, compte tenu des caractéristiques de notre territoire, aussi territoire zéro chômeur de longue durée à l'échelle du pays Monts et Barrages. Mais je ne rentre pas dans le détail, Castillon-la-Bataille est bien plus avancé que nous. D'accord, donc si je résume, un territoire qui est dépendant de l'agglomération de Limoges, un territoire où l'offre de formation est minimaliste, un habitant qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, donc une perche qui vous est tendue, une opportunité, et vous la saisissez. De là, vous commencez à vous emparer de ces questions d'emploi, d'insertion et de formation, et là, vous allez dérouler la pelote. Ça sera l'objet de la deuxième question. Donc la deuxième question, eh bien, on y vient. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet après avoir planté les deux décors. Donc là, maintenant, il s'agit vraiment que vous nous présentiez très concrètement le projet, comment il s'est mis en œuvre, dans quelles conditions vous l'avez mis en place, en sachant, je le rappelle, que l'intitulé du webinaire, c'est la coopération locale pour l'emploi. Donc on a vraiment envie, les uns et les autres, que vous nous montriez comment vous avez fait travailler tout ce petit monde ensemble. C'est à vous, Monsieur Briand. Alors, on a d'abord, parce qu'il fallait mobiliser l'ensemble des forces du territoire, on a d'abord, au sein du comité local pour l'emploi, cherché à fédérer très largement. Alors, fédérer, évidemment, les collectivités territoriales et le service public de l'emploi, c'était presque une évidence en soi, quoique il a fallu aussi obtenir le soutien du conseil départemental, de la région, d'un certain nombre de services de l'État, chacun ayant, vous le savez, c'est le propre de notre pays, dans un système décentralisé, ses propres approches de politique publique. Il fallait donc que territoire zéro chômeur de longue durée soit finalement un lieu où on puisse, et c'est une expression à laquelle nous sommes très, très attachés, à territoire zéro chômeur de longue durée, fabriquer du consensus. Il fallait donc que les acteurs publics, mais pas simplement eux, puissent se mettre autour d'une table et se dire que finalement ce projet pouvait être suffisamment intégrateur pour que chacun puisse y trouver sa place.
Dans cette démarche qui a été la nôtre, il a fallu aussi mobiliser les entreprises du territoire. Parce qu'il serait vain de se lancer dans une démarche comme territoire zéro chômeur de longue durée s'il s'agissait d'opposer finalement le secteur marchand à d'autres types de besoins non satisfaits sur le territoire, voire même, c'est un risque potentiel dans la démarche qui est la nôtre si on n'y fait pas attention, créer finalement une forme de concurrence qui pourrait être jugée déloyale par les opérateurs économiques. Et donc le club d'entreprise de l'intercommunalité nous a rejoints très vite. Et les chefs d'entreprise, que ce soit les chefs d'entreprise, commerçants et artisans locaux sur Castillon la Bataille à travers l'association Plein Centre ou sur le club d'entreprise TCAP de l'intercommunalité, ont été des partenaires très actifs. La particularité de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, c'est que dans ce processus de gouvernance qui a été le nôtre au sein du comité local pour l'emploi, il nous a fallu aussi mobiliser les demandeurs d'emploi eux-mêmes. Et je crois que c'est surtout cela que je retiens. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une démarche de verticalité, qui est un peu une démarche d'approche classique en politique publique, qui consiste à finalement proposer à des publics cibles, pardon de parler ainsi, mais des démarches qui sont des outils et des aides spécifiques qui sont catégorisés par public, nous sommes partis avec les demandeurs d'emploi et les personnes privées durablement d'emploi de la construction d'un projet territorial avec elles, à partir de leurs compétences. Et donc la dynamique est complètement inversée. Et je peux vous dire que pour les participants, pour ceux des services publics, mais aussi pour les chefs d'entreprise, ça a été une vraie surprise, parfois un peu déroutante, parce que quand vous inversez les choses ainsi et que vous parlez directement aux demandeurs d'emploi de longue durée ce qu'ils ont envie de faire, aux personnes privées durablement d'emploi ce qu'elles ont envie de faire, eh bien vous êtes face finalement à une démarche qui est une démarche totalement inversée. Et ce n'est pas la démarche classique de politique publique qu'on a l'habitude de faire. Et puis enfin, dernier élément, il fallait aussi dans cette démarche de co-construction qu'on ait, à partir des compétences et des souhaits des personnes privées durablement d'emploi que nous avons pu recueillir, une idée des besoins émergents sur ce territoire. J'ai dit tout à l'heure que c'est un territoire qui est en forte fragilité sociale, donc paradoxalement, beaucoup de personnes privées durablement d'emploi, mais aussi beaucoup de besoins sociaux non satisfaits. Et là, je dois avouer que l'État a été à nos côtés dans cette affaire, puisque l'AFPA nous a permis de conduire une étude sur les besoins du territoire, de façon à voir comment on pouvait à la fois mettre en cohérence l'émergence de ces besoins avec les souhaits et les compétences de nos personnes privées durablement d'emploi. Voilà la démarche qui a été la nôtre. Vous voyez, c'est vraiment une démarche de co-construction, mais une démarche de co-construction qui part des demandeurs d'emploi eux-mêmes. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la particularité et l'intérêt de la démarche territoire zéro chômeur de longue durée. On est bien sur, finalement, une démarche qui valorise le travail ou le retour au travail, mais on est sur une démarche qui est co-construite avec eux-mêmes et demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, je crois que c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de la démarche. Parfois un peu surprenante, hein. Je ne vous cacherai pas que certains ont eu, lors notamment de phases de mobilisation comme celle que les personnes qui nous suivent peuvent voir, la mobilisation autour du labo mobile, on a fait preuve dans l'animation elle-même de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, d'expérimentation, en tout cas de créativité, avec des méthodologies complètement inusitées dans le matière de politique publique. On a fait du post-it, on a fait des méthodes de brainstorming, on a fait même le cercle de Samoa. Alors, le cercle de Samoa, on se met tous autour en rond. Et vous imaginez, en fait, ça veut dire que les acteurs publics, les chefs d'entreprise, l'intégralité des personnes impliquées dans la gouvernance du comité local pour l'emploi se mettent au même niveau que les demandeurs d'emploi pour échanger avec eux. Je dois avouer que certains ont été plus que des fois un peu déboussolés. On a même eu quelques réactions un peu fraîches, hein, d'opérateurs qui estimaient, par exemple, qu'il était très compliqué pour eux, à partir du moment où ils suivaient les demandeurs d'emploi, ils les accompagnaient de se mettre ainsi à un niveau d'horizontalité qui ne pouvait pas être le leur. Il a fallu expliquer ces choses. Déroutant, mais passionnant, parce que du coup, ce qui est remonté de tous ces travaux en atelier, les personnes privées durablement d'emploi ont fait aussi le blason du projet qui est le leur, que vous voyez à l'écran. C'est vraiment une démarche qui part du souhait, des envies, des désirs même, je vais jusque-là, des personnes privées durablement d'emploi d'agir. Et puis, dernier élément, ils se sont aussi complètement investis, ces personnes privées durablement d'emploi, dans le projet de revitalisation du centre-bourg, parce que c'est un projet inclusif.
Et donc, les personnes privées durablement d'emploi ont leur rôle à jouer, elles ont totalement leur place dans ce projet inclusif, et donc il fallait qu'elles aussi, elles nous accompagnent dans ce projet, et elles l'ont fait. Voilà. Alors, vous disiez que la démarche, elle pouvait être parfois déroutante pour des professionnels. Et comment ça s'est passé du côté des demandeurs d'emploi? Comment ils se sont intégrés dans cet exercice qui n'est pas non plus habituel pour eux? Et comment ça s'est passé pour eux? Au début, un peu d'appréhension, hein, parce que c'est pas évident de passer d'une position dans laquelle vous êtes personne privée durablement d'emploi depuis de nombreuses années, de se retrouver comme là on le voit à l'écran, dans des ateliers collaboratifs où on vous demande votre avis. C'est presque surprenant pour ces personnes. On leur a souvent jamais demandé ce qu'elles avaient réellement envie de faire au fond d'elles-mêmes. Donc quand vous leur demandez au début, effectivement, elles étaient au début parfois un peu frileuses. Je pense aussi qu'il fallait qu'on ait cette capacité à tisser de la confiance entre nous, hein. Moi, je parle souvent du pari de la confiance. On n'est pas dans une démarche cosmétique, on n'est pas dans une démarche événementielle de communicant, on est dans une démarche de longue haleine. D'ailleurs, l'expérience le prouve, puisque depuis 2016, on n'a rien lâché. Si on avait été dans la com, comme dirait l'autre, on aurait déjà arrêté tout ça. Et donc, cette co-construction, il faut aussi qu'elle se fonde sur une confiance réciproque. Les regards sont croisés, ce ne sont pas toujours des regards de confiance initialement, et c'est en faisant les choses ensemble qu'on a appris d'abord à se connaître, et puis à se donner cette confiance. Et je pense que le fait de les replacer fondamentalement au cœur de la démarche, ça a été aussi quelque chose de très important pour eux. Et je souligne à quel point Territoire Zéro Chômeur de longue durée est à la fois l'opportunité pour nous de mobiliser l'ensemble des acteurs, mais aussi de changer le regard sur les personnes privées durablement d'emploi, vous savez, qui souffrent du regard qui peut être porté sur elles. Et quand on fait chaque année la grève du chômage et qu'on s'installe sur le marché de la ville pour expliquer ce que les personnes privées durablement d'emploi ont envie de faire à Castillon-la-Bataille dans le cadre du retour à l'emploi, vous savez, les regards ne sont pas toujours là non plus bienveillants, il faut expliquer les choses. Je crois que ça donne beaucoup de confiance aussi à ces personnes. Alors, si on poursuit la construction de votre action, il y a eu une étude de besoins non satisfaits sur le territoire, une enquête auprès des habitants pour savoir quels étaient leurs désirs. Comment on fait matcher ça ensuite entre l'offre et la demande pour créer de l'activité avec un premier emploi, je crois qu'il y a... Oui, un premier emploi qui a été créé de concierge de ville. On est d'ailleurs presque débordé par le succès de cet emploi parce qu'il est entré de plein pied là, dans la réalité de Castillon. Il faut expliquer aussi les choses, c'est qu'on a créé ce poste de concierge de ville au moment du premier confinement. Donc, on s'est aperçu aussi à quel point ce type de poste pouvait avoir un intérêt pour rendre un certain nombre de services, pour amener les devoirs aux enfants, par exemple, dans les familles, pour amener à aller chercher les médicaments pour des personnes qui étaient privées de mobilité. Bref, on s'est rendu compte que ce poste avait un très grand intérêt pour nous. Alors, faire matcher, comme vous dites, les besoins du territoire avec les compétences, les souhaits, les désirs des demandeurs d'emploi, c'est toute la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque vous le savez, la phase législative, la partie législative est passée, donc on sait désormais que l'expérimentation va s'étendre à partir du mois de juillet prochain, et c'est dans le cahier des charges qui sera le nôtre qu'on va, cette fois-ci, sur un plan très administratif, en logique de projet, avec aussi un modèle économique qui doit venir conforter la démarche, expliquer comment on va mettre en cohérence et en concordance les besoins immenses du territoire avec les souhaits, les désirs des demandeurs d'emploi, mais sans jamais perdre de vue un élément très important, c'est qu'on part des compétences et des souhaits des demandeurs d'emploi, des personnes privées durablement d'emploi. C'est ça qui est essentiel. Alors, vous pouvez poser vos questions, je vois qu'il y en a qui arrivent, que je me garde pour l'instant sous le coude. Est-ce que vous pouvez nous dire si le dispositif était validé demain matin, c'est quoi les premières activités ou les premiers métiers qui vont sortir? C'est quoi les premières créations d'emplois? Alors, on a des souhaits très forts des personnes privées durablement d'emploi, de se lancer sur des logiques aussi de circuits courts, hein, qui sont des logiques agissantes. On travaille aussi sur un pôle alimentaire territorial sur la ville dans le cadre de la revitalisation. Donc, premiers ateliers sur des circuits courts, sur des choses autour d'une conserverie, de la mise en valeur d'un certain nombre de produits, mais pas seulement, des projets aussi autour de
du mobilier, hein, mobilier en palette, mobilier de jardin, des choses autour du tissu, de la couture, avec là aussi la valorisation d'un certain nombre de ressources présentes. On renforcera sans doute, parce qu'on a beaucoup de demandes, le poste de concierge de ville par d'autres concierges de ville. Et vous voyez, se tisse ainsi déjà un projet à partir des souhaits qui ont été évoqués, qui correspondent aux besoins du territoire. Ce qui me paraît remarquable, c'est que si vous n'êtes pas encore retenu dans un processus qui est très très long, vous êtes dans une démarche de co-construction depuis 4 ans et vous n'avez pas attendu d'être sélectionné pour créer ce premier emploi, parce que j'imagine qu'il fallait amorcer la pompe et Oui, donner des résultats tout de suite. vous avez raison, il fallait amorcer la pompe. La difficulté qui a été la nôtre, c'est que vous vous doutez bien que quand on est personne privée durablement d'emploi et que je vous explique que depuis 4 ans, on travaille sur le projet, la temporalité de la décision publique ne correspond pas à l'urgence de la situation des personnes qui sont privées durablement d'emploi. Donc, il a fallu aussi montrer que nous avions la capacité de faire. Je dois avouer que dès le départ, nous avons reçu le soutien important du conseil départemental qui nous a permis aussi de financer un poste de chargé de mission. Donc ça, c'était aussi essentiel. Il fallait de l'ingénierie dans ce projet. Vous vous doutez que dans une commune de 3200 habitants, on n'a pas nécessairement beaucoup d'ingénierie. Et donc, le soutien du conseil départemental, le soutien du conseil régional Nouvelle-Aquitaine a été aussi déterminant pour nous. Et donc, ces partenaires, l'État aussi sur l'étude de l'AFPA, nous ont donné aussi cette capacité d'inscrire le projet dans la durée, de l'animer à travers le comité local de l'emploi. Très bien, on va continuer. Les questions arrivent, c'est parfait, on les posera tout à l'heure à M. Breillat. Avec plaisir. On va retourner en Haute-Vienne pour la deuxième question sur donc vraiment la mise en œuvre du projet. Comment tout ça s'est mis en place et concrètement, qu'est-ce que vous faites à l'Escalier en matière d'emploi et de formation? On va vous présenter ça à 2 voix pour le coup. Je vais vous parler rapidement de justement cette fameuse méthode qu'on a déroulée pour accompagner l'émergence de ce projet. Et puis Élodie, qui est responsable de l'Escalier, va pouvoir vous parler un petit peu du fonctionnement. En fait, quand le porteur de projet nous a sollicité et qu'il a accepté qu'au-delà de la formation Grande École du Numérique, qui restait à créer, on pouvait rentrer dans une logique de tiers-lieu. On a très très vite été visiter d'autres tiers-lieux, plutôt ex-région Limousin. On a été voir un tiers-lieu qui s'appelle la Quincaillerie à Guéret, qui est par ailleurs Grande École du Numérique et qui est assez inspirant, qui est une vraie initiative inspirante, y compris en matière d'emploi d'ailleurs. Et on a été voir aussi un tiers-lieu de Haute-Vienne qui était un des précurseurs sur le département, c'est le Temps de Vivre. Voilà, et Claire Jacquemin qui tient ce tiers-lieu-là et qui, je crois, existe depuis 2012. On n'appelait pas ça tiers-lieu, mais c'était un café-librairie où il se passait plein de choses. Systématiquement, on a pu faire ces visites à la fois avec un élu local, mais également avec le porteur de projet et puis les chargés de mission, à la fois de la communauté de communes et du Pays Monts et Barrages qui accompagnaient le porteur de projet. Ça nous a permis de capitaliser sur ce qu'on avait envie de retenir dans ce type de lieu, en particulier de savoir l'organisation d'espaces de travail partagés, de est-ce qu'on a envie d'y mettre de la restauration, comment, confronter des modèles économiques, etc. En parallèle de tout ça, on s'est rapproché d'une association nationale qui s'appelle Simplon et qui est elle-même labellisée Grande École du Numérique. Grande École numérique, c'est Hollande qui avait créé ça pendant son mandat. Et il a fallu qu'on travaille avec les entreprises du territoire et on a pu travailler, y compris avec une entreprise de l'agglo, c'est Legrand, qui est en fait la plus grande structure privée du département, pour savoir comment les personnes qui seraient formées pourraient trouver des débouchés localement. Donc, on a fait ces 2 travaux en parallèle, à la fois comment on incite les entreprises à rentrer dans nos démarches et comment est-ce que les personnes qui allaient sortir formées donc sur une formation numérique allaient accompagner le développement territorial en aidant les entreprises. Et de l'autre côté, Simplon nous a accompagnés à construire les maquettes de formation, commencer à imaginer quel type de public, etc. Donc, on savait que ce serait des publics qui ont un niveau bac ou infra-bac, qui sont plutôt recrutés sur des critères de motivation plus que de formation, etc. Et qui allaient aider le territoire à se développer.
Voilà. Donc, on a monté tout ça. On a ensuite, nous, techniquement, accompagné l'ensemble du montage des dossiers de demande de financement, même si on a accompagné le montage et que maintenant, il faut s'occuper des paiements, etc., ce qui n'est pas plus simple. Il y a eu une grosse, c'est important de noter, les élus locaux jouent un rôle autour de l'escalier qui a été assez important, toujours très moteur dans le suivi. La mairie de Saint-Léonard, d'ailleurs, y a loué un bureau dans le cadre de son action de revitalisation de centre-bourg pour y mettre son chargé de mission attractivité. Ça, c'était quand même un geste qui était assez fort du point de vue de la municipalité. Et Monsieur Darbon ne tarira jamais d'éloges sur le projet et il a permis de faire visiter le préfet, Alain Rousset du conseil régional est venu, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État du ministre de l'économie, est venue également. Donc voilà, c'est aussi mettre la lumière sur ce projet-là. C'est aussi voilà, tout le rôle que les élus du territoire ont joué et qui fait qu'aujourd'hui, l'escalier a cette reconnaissance-là. Voilà. Donc, nous, on a accompagné le projet au final assez rapidement parce qu'on avait un porteur de projet qui était très, très dynamique. Et en un an, la première rencontre, on l'a rencontré en 2017 et en novembre 2018, le tiers-lieu a pu ouvrir avec une formation de grande école du numérique qui ouvrait quasiment après. Donc, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je suis donc Élodie Lang qui coordonne ce lieu depuis son ouverture en novembre 2018. Je ne sais pas si vous m'entendez assez, je ne parle pas très fort. C'est bien. Et effectivement, en une simple année, si on peut dire simple, le projet s'est monté et c'est comme ça enfin, c'est en cours de montage que j'ai connu ce projet, puisque le porteur de projet avait créé des réunions publiques pour informer sur le projet et surtout pour faire adhérer la population aux activités qui pourraient s'y trouver et à les rendre acteurs de ces activités. Donc, j'ai assisté à ces réunions et puis c'est comme ça que j'ai su qu'on cherchait quelqu'un pour tenir le lieu. Et ce que dit Maxime, c'est tout à fait par là que je voulais commencer. Au final, ce qui a ouvert en novembre 2018, c'est à la fois l'organisme de formation et le tiers-lieu. On a eu la réponse positive à la labellisation Grande École du Numérique en novembre et on inaugurait le lieu le 5 novembre. Donc, dès qu'on a été labellisé Grande École du Numérique, on a œuvré avec le réseau d'écoles Simplon pour mettre en place la sélection des futurs apprenants, le début de formation en janvier 2019. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien, le label Grande École du Numérique, c'est un PIC, un plan d'investissement compétences, dont le but est de former sur un métier porteur dans le numérique des personnes peu ou pas qualifiées. Donc, on avait une contrainte pour une promo de 14 apprenants. On était basé d'abord sur 12, puis on est monté à 14 parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations. Il en fallait au moins 10, qui est le bac maximum. Donc, certains n'avaient pas le bac, certains avaient juste le bac, et certains avaient beaucoup de diplômes, mais très peu d'entre eux. Donc, on a formé comme ça 2 sessions de 14 apprenants en 2019 et en 2020 au titre pro développeur web et web mobile. Donc, beaucoup d'entre eux sont entrés sans le bac et sont ressortis avec un niveau bac plus 2. C'est un titre pro équivalent bac plus 2. Et au-delà de ça, on a tissé des liens, on a eu beaucoup de partenaires autour de ce projet, et notamment l'école d'informatique 3IL à Limoges, qui est une école d'informaticiens, réseau, développement ou autre. On a tissé une passerelle avec cette école pour que nos jeunes diplômés intègrent le bachelor, donc d'un équivalent bac plus 3, facilement à 3IL. Donc, on a eu 2 personnes comme ça qui sont parties après la première promo, qui ont tous les 2 décroché des CDI. Et actuellement, on en a, je crois, 4 qui finissent leur année chez 3IL et qui sont donc rentrés par la porte Simplon, Saint-Léonard-de-Noblat. Donc, on a un taux de sortie positive d'à peu près 70%. Donc, certains qui ont continué en formation, comme chez 3IL, ou parfois en formation courte de perfectionnement sur un outil ou un langage chez un de nos partenaires numériques qui s'appelle la Liptic, qui est un cluster du numérique sur la Haute-Vienne, enfin l'ex-Limousin même. Voilà, donc chacun poursuit sa route de façon plutôt concluante, même si certains, sur les 2 promos, il y a à chaque fois 2-3 personnes qui n'ont pas eu le titre.
mais qui en même temps se sont montrées finalement pas tellement faites pour ce métier. Voilà, et comme disait Maxime, c'est pas de prérequis pour intégrer cette formation, le principal critère étant la motivation. Voilà, donc on a fait des entretiens en individuel sur la motivation, le profil de la personne et puis le volet un peu administratif pour voir quels freins personnels pouvaient aussi être levés. Si c'est quelqu'un qui a un handicap, comment résoudre ce frein-là, quelqu'un qui a des problèmes personnels, financiers, de façon à ce que la personne ne décroche pas en cours de route. Elle était vraiment accompagnée et on a tout fait pour identifier ces freins-là. Et puis aussi une observation de groupe, puisque la vie de groupe, l'effet de groupe était super important dans cette formation qui n'était pas en distanciel, mais complètement en présentiel, à part l'an dernier pendant le premier confinement. Donc ça, c'était une première brique qui a vraiment lancé le lieu, qui l'a ancré dans cet aspect formation et insertion, avec beaucoup de partenaires autour. Donc effectivement, le groupe Le Grand. Sur la deuxième promo, on a eu aussi comme parrain le groupe Orange. Voilà, Le Grand avait pris un stagiaire aussi la première année. La Diptyque, donc qui est un cluster de professionnels du numérique qui nous a bien identifiés, la Direct, le Pays Monts et Barrages, la Comcom, voilà, des personnes du public comme du privé. Elodie, pardon de te couper. Peut-être que vous pouvez montrer les photos en même temps. Oui. Ça illustrera un peu et le lieu physique. D'accord, j'attendais la fin pour le. Mais je vais aller chercher. Excuse-moi, j'espère que je ne te perturbe pas. Non, non, du tout. Juste le temps que je récupère le fichier. Et je vais essayer de parler en même temps. Non, mais en tout cas, tu as présenté cette première brique, j'allais dire fondatrice, avec cette formation Grande École du Numérique, qui a eu lieu donc 2 années de suite. Oui. Peut-être que tu peux parler des autres briques qui sont venues se rajouter pour une voilà, donc suite à ce projet, il y a eu des relations assez naturelles qui se sont établies, par exemple avec le chantier d'insertion de Bujaleuf. Bujaleuf, c'est à un quart d'heure de Saint-Léonard en allant plus vers le plateau de Millevaches. Il y a un chantier d'insertion qui s'appelle le RIS, Relais Info Service, avec des personnes en contrat sur des travaux de paysagisme principalement. Et avec la directrice, on s'est posé la question à un moment de savoir comment faire bénéficier à nos publics respectifs d'un accompagnement vers l'emploi. Donc, pour faire des ateliers de technique de recherche d'emploi, faire des ateliers communs. Donc, on a sollicité Pôle emploi qui nous a dit, mais attention, parce que les gens en insertion sont salariés. On n'intervient pas auprès des salariés. Et puis, il y a eu un appel à projet qui est sorti il y a 1 an et demi, quasiment, les tiers-lieux au service de l'insertion, piloté par Pôle emploi, avec la coopérative des tiers-lieux, avec la CRES Nouvelle-Aquitaine, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour donner carte blanche aux tiers-lieux du territoire sur des actions en faveur de l'emploi, et précisément sur les territoires où il n'y a plus d'antenne Pôle emploi. Donc on a bossé ensemble sur ce petit appel à projet, on a baptisé ça Escale Emploi. Le but était d'accompagner des petits groupes de demandeurs d'emploi de longue durée sur à la fois de la technique de recherche d'emploi pure et dure, faire des sortes de piqûres de rappel, de travailler aussi l'axe numérique au service de la recherche d'emploi et de travailler sur la remotivation personnelle, la remobilisation des personnes qui, sans activité depuis longtemps, ont besoin de se rebooster, de reprendre confiance en elles. Alors, on n'a pas pu commencer ces cycles d'ateliers l'an dernier suite au confinement. On s'est repréparé pour l'automne, on a reconfiné. Et puis, aussi beaucoup eu d'autres projets en cours. Donc là, actuellement, ce projet, il est entre parenthèses, mais on doit reconventionner avec Pôle emploi pour le décaler. Voilà, donc ça a pris de cette façon-là. Oui. Pardon de t'interrompre, je vais te demander d'accélérer un petit peu parce que le temps imparti pour cette question arrive à son terme. Donc là, vous voyez les photos qui défilent en même temps, c'est les promos de développeurs. Dans les autres briques qu'on peut mentionner, on a été impliqué dans la démarche de candidature territoire zéro chômeur dont parlait Maxime. On a accueilli un job dating en 2019. Il y a une photo un petit peu plus loin.
qui a bien fonctionné. C'était une première sur le territoire, il me semble. Sur une demi-journée, on a eu 12 recruteurs, enfin le RIS, principalement le Pays de Monts et Barrages, qui portait ça, ont accueilli chez nous, à l'Escalier, une douzaine de recruteurs, et il y a eu 90 demandeurs d'emploi qui ont fait le déplacement. Voilà, il s'agit de cette photo-là, en 2019, avec une expo métier. On est aussi membre maintenant du comité local pour l'emploi dans le cadre de cette candidature Territoire zéro chômeur. Donc, on a assisté aux premières réunions avec effectivement les partenaires habituels et les demandeurs d'emploi qui, comme disait monsieur le maire de Castillon, ont la chance de pouvoir s'exprimer, ce qui est assez inhabituel et donne vraiment un autre sens à ce type de projet. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur nos actions dans le cadre de l'insertion de l'emploi? On a été impliqué aussi dans la mise en place de l'ADECT 1000 sources, donc la GPECT, dont parlait Maxime tout à l'heure. Donc on sait quelles sont les filières prioritaires traitées, on accueille quelques réunions. Voilà, on est invité aux grandes réunions sur l'ADECT. Nous, alors, j'en parle parce que je trouve que ça fait partie de l'insertion et c'est dans le programme du dispositif, on accueille des services civiques. Donc, depuis l'an dernier, on a une personne sur l'animation des ateliers numériques et on va créer une nouvelle mission sur l'animation du lieu pour le lien social entre générations, entre différents publics. Et donc, dans le tutorat de ces services civiques, on a aussi la vocation d'accompagner le jeune qui vient comme volontaire vers un futur projet. Donc, ça l'aide à identifier des compétences qu'il peut avoir, que parfois il ne savait pas qu'il avait lui-même. Ça peut l'aider à identifier des choses qu'il aime moins, et donc après à se diriger vers une recherche d'emploi ou une entrée en formation. Voilà, là vous voyez sur cette photo en plein milieu qui croise les bras avec la chemise à carreaux, Jason qui vient de terminer sa mission au 30 avril et puis qui intègre, là il enchaîne depuis hier en groupe Garantie Jeunes. Et il sait déjà qu'il ne veut plus tellement faire de numérique, mais il veut continuer à faire de la médiation. Donc plutôt, il s'orienterait vers peut-être une formation de CIP ou éducateur, moniteur. Donc voilà les tremplins que ça peut créer. Élodie, du coup, là, je vous écoute tous les deux. L'escalier, après quoi, 2-3 ans d'ouverture, est devenu un opérateur de fait incontournable dans l'écosystème local sur l'emploi. Vous êtes dans tous les bons coups, dans toutes les dynamiques. C'est ce que j'allais dire à propos de la mission locale, parce que c'est vrai que grâce à tout ça, la mission locale rurale qui couvre tout le département hors Limoges Intramuros nous a rapidement identifié quand elle a répondu à l'appel à projet de la région pour devenir ERIP, Espace Régional d'Information de Proximité. Donc on est maintenant à un point de chute pour ce nouvel ERIP. D'ailleurs, on les accueille demain pour un atelier sur un programme de remise à niveau en maths qui s'appelle le programme PI, qui est développé par une start-up de Panazol à côté de Limoges, start-up Grains Up. Donc voilà, le Grains Up et la mission locale viennent demain avec un groupe Garantie Jeunes, je crois, pour travailler sur ce programme PI. Ils vont faire quelques séances comme ça. Donc oui, en tant que lieu qui peut abriter ce type d'atelier d'animation, qui peut prêter du matériel informatique, qui a une connexion au débit, oui, on est bien identifié par tous ces partenaires emploi-insertion. Voilà, on a déposé également un dossier à l'AMI, l'appel à la manifestation d'intérêt national Fabrique de territoire, dans lequel on a mis en avant toutes ces briques pour l'emploi. Alors, ça allie souvent l'emploi, l'insertion avec le numérique, puisqu'on a aussi établi une convention territoriale avec des partenaires associatifs et des collectivités pour développer des actions de médiation numérique, non seulement à l'Escalier, mais autour, donc sur la Comcom de Noblat, et aussi sur la Comcom de Bassivière, qui, avec son réseau de bibliothèques intercommunales, est prête à accueillir des ateliers de cet ordre-là. Donc, c'est vraiment un projet de territoire, et quand on sait la place du numérique dans la recherche d'emploi, c'est vraiment intimement lié à cette problématique. Mais pas seulement. C'est aussi de l'ordre de la montée en compétence des habitants en général,
Et on réfléchit beaucoup. On sait que le département commence à avoir ça dans la tête aussi, la mise en place de parcours avec des open badges, donc des petits outils qui permettent de certifier des compétences aussi minimes soient-elles, pour montrer aux apprenants qu'on reçoit, qu'ils progressent dans leur apprentissage de l'outil numérique. Ça peut aller d'allumer l'ordinateur à créer un blog. Et donc, l'idée d'avoir un système d'open badge, on pensait au départ à un système propre à l'escalier, mais en fait, en se rendant compte que le département commence à en parler et puis qu'il y a tout un déploiement, une action départementale sur le numérique en ce moment, ça pourrait être un projet départemental. Donc, Donc, du tout coup, ça, c'est en réflexion. il y a plein d'actions qui arrivent, en fait, hein, qui vont s'enchaîner. Il y a plein de dynamiques en cours. Il y a des perspectives qui sont très, très positives, très favorables. Oui, et tout s'enchaîne de façon logique. On va passer à la troisième séquence, qui est une séquence plutôt d'enseignement. Maintenant qu'on a planté le décor et qu'on a vraiment décrit les actions qui étaient mises en place, finalement, après 5 ans d'expérimentation, de montage et de début de démarrage, qu'est-ce que vous retenez de toute cette histoire, de cette aventure? Comment vous voyez? Prenez un petit peu de recul, là, un petit peu de recul sur votre commune. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure qui n'est pas finie, mais qui est déjà bien partie? D'abord, ce que je retiens à court terme, puisque vous savez, on est aussi soumis à cette obligation de résultat, c'est la nécessité, dès le mois de juillet prochain, d'intégrer l'expérimentation nationale. Parce que ce que les personnes qui nous suivent ce matin ne savent peut-être pas, c'est que l'ensemble des actions que nous avons pu conduire aujourd'hui ne nous permettent pas encore d'accéder au Fonds national d'expérimentation qui permettra de solvabiliser les emplois qui seront créés dans le cadre de l'entreprise à but d'emploi. Donc ça, c'est aujourd'hui presque obsessionnel chez moi, chez l'ensemble des membres du comité local pour l'emploi. Il nous faut absolument qu'à partir du mois de juillet prochain, nous puissions intégrer parce que nous sommes prêts, parce qu'on n'en peut plus d'attendre, parce que les délais ont été extrêmement longs et qu'on veut aller au bout de ce projet. Ça, c'est le court terme. À moyen terme, ce que ça a apporté sur ce territoire. D'abord, la nécessité, en tout cas, la possibilité de voir se parler et dialoguer ensemble des parties prenantes qui habituellement ne se croisent pas, ou en tout cas pas sous cette forme. Et vous dire que Territoire zéro chômeur longue durée, qui est, vous l'avez compris, un des éléments du projet de revitalisation de Centre-Bourg, a concouru de façon très positive à ce dialogue territorial que j'évoquais tout à l'heure. Et vous savez, ça, sur des territoires qui sont fragilisés, où le lien social est mis à mal, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, puisque la démarche, c'est aussi de replacer l'humain au cœur de tout ça. Donc cette démarche, elle est essentielle. Elle est essentielle aussi parce que désormais, l'ensemble de ces parties prenantes partagent une vision du territoire. Et dans des territoires où on est souvent marqué par la fragilité, on a du mal à se projeter. Et on ne s'est pas projeté de façon, là aussi, totalement désincarnée, utopique au mauvais sens du terme, même si les utopies sont aussi souvent des choses très positives. On s'est projeté sur une vision partagée de l'évolution de ce territoire, de ce qu'on souhaitait en faire tous ensemble, à partir des remontées des acteurs. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose pour moi d'essentiel. Il a fallu pour ça, j'insiste là-dessus, que chacun accepte aussi de ne pas être forcément dans des jeux de posture habituels où nous sommes attendus. Le maire que je suis a accepté de se déposséder complètement d'un certain nombre d'éléments parce qu'on n'est pas du tout dans cette démarche, dans une démarche qui est administrée par le haut, donc il faut aussi l'accepter. Ça crée beaucoup de dialogue, ça crée parfois aussi un peu de friction, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, ça me semble extrêmement positif. C'est de la confiance pour le territoire. Et donc maintenant, on est vraiment dans l'attente de l'intégration dans l'expérimentation, avec évidemment toujours un peu peur. Vous savez, quand vous êtes dans la dernière ligne droite, vous vous dites, bon, pourvu que toute cette démarche qu'on a pu conduire, finalement, qui est un pari sur l'avenir, pour être très clair, parce qu'on n'avait aucune certitude d'entrer définitivement, en tout cas réellement, dans l'expérimentation à partir de juillet prochain, même si on se donne tous les moyens de le faire. Eh bien, cette démarche, elle est aujourd'hui à la fois bien enclenchée, mais on espère que la réalité du travail approfondi, continu,
d'un très gros travail qui a été réalisé tous ensemble, va nous permettre d'entrer dans territoire zéro chômeur de longue durée. On voit aussi qu'il y a un engouement aujourd'hui autour de territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, c'est à la fois pour l'administrateur national de l'association que je suis, puisque je représente les territoires au sein du conseil d'administration de territoire zéro chômeur, c'est à la fois formidable de voir que tout le monde est en logique d'appropriation de territoire zéro chômeur de longue durée, que tout le monde a envie de faire, mais j'ai quand même décrit une phase de travail en amont qui est très approfondie. La co-construction, elle est essentielle. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'effet d'aubaine, on va dire, dans tout ça. En tout cas, nous, on est prêts aussi, je le dis, et je le dis ce matin particulièrement, à échanger sur notre expérience, à enrichir d'autres projets, même si pour moi, ce qui est vraiment essentiel, et c'est le message que je veux vraiment faire passer aussi sur cet échange qu'on a ensemble, chaque territoire doit trouver dans le territoire zéro chômeur de longue durée son rythme, ses singularités, l'expression de ses propres besoins. On est aux antipodes d'un dispositif au sens politique public qu'on viendrait plaquer sur tel ou tel territoire. Je crois que chacun a bien compris que c'est la logique de co-construction qui fait la spécificité des projets locaux de territoire zéro chômeur de longue durée. Donc toujours prêt à échanger, avec évidemment ce recul nécessaire que vous évoquiez, parce qu'il n'est pas question de calquer ou d'imposer un modèle. Moi, je n'ai pas vocation, et l'ensemble du comité local pour l'emploi, on n'a pas vocation à servir de modèle. Vous disiez tout à l'heure qu'on est en avance. On est en avance sur les demandes qui seront formulées dans le cahier des charges qui arrive, mais le risque quand on est en avance, c'est qu'il faut aussi rester le premier. Voilà, les premiers. Donc, on veut absolument entrer dans l'expérimentation. Et on est tout à fait prêt à échanger. D'ailleurs, au sein de territoire zéro chômeur longue durée, je le dis aussi, il y a des systèmes de grappes qui permettent, autour des processus de co-construction, d'échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui a pu se faire ailleurs, de se donner des idées aussi sur des logiques d'animation qu'on n'avait pas forcément au départ. Donc, voilà un peu comment on voit les choses. À court terme, entrer dans l'expérimentation, et à moyen terme, cette vision partagée qui sera un élément déterminant aussi du projet de revitalisation de Centre-Bourg qu'on conduit. J'en profite pour dire qu'il y a un certain nombre de territoires de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont en émergence et qui sont en train, chacun à leur rythme, de se préparer pour essayer de postuler au fil de l'eau, puisque c'est comme ça que ça se fera à partir de juillet 2021, pour rentrer dans ce dispositif, et que ces territoires sont notamment accompagnés, comme c'était le cas chez vous, par une ingénierie dédiée qui est cofinancée par le conseil régional. Tout à fait. Je repasse la parole à nos amis de Monts et Barrages, Maxime et Elodie. Un peu même exercice, un petit peu de prise de hauteur. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire en cours, qui n'est pas terminée, mais qui est en cours? Quels enseignements vous retirez? Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez envie de raconter à nos professionnels qui sont là? Je ne sais pas combien on est ce matin, je n'ai pas vu le nombre de connexions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous vos pairs qui sont là, beaucoup de chefs de projet, de chefs de mission, économie, emploi, insertion, pour leur donner envie de rentrer dans la danse du développement local sur l'emploi, sur l'insertion et la formation? Du coup, moi, je vais donner une position qui est très territoriale, justement. Et je pense que je ne trahirai pas la parole qu'auraient dit de donner mes élus sur le sujet, en disant qu'il faut aller en fait sur la thématique de l'emploi. Et même si ça paraît pas facile, mais ce serait simpliste de dire que le service public de l'emploi, c'est Pôle emploi et un certain nombre d'initiatives qui gravitent autour et qui font que on n'a pas de rôle à jouer là-dedans. En fait, je pense que les territoires ont déjà le devoir, et je pense qu'ils le font pour beaucoup, d'accompagner et de suivre tout ce que font les missions locales rurales, ce que font des initiatives comme Cap Emploi, etc. Mais il faut aussi prendre le temps de comprendre les spécificités qu'on a, les problématiques que les territoires ont sur l'emploi, pour pouvoir vraiment mettre en place des programmes d'action. C'est pas facile pour un territoire de se positionner sur cette thématique-là. C'est pas non plus facile pour les partenaires extérieurs de positionner un territoire comme un acteur légitime pour travailler sur l'emploi. Et ça, c'est un travail pour être là-dedans, c'est l'accompagnement qu'on a fait de l'escalier, où on est rentré là-dedans, nous a permis de rentrer dans une GPECT, de travailler sur territoire zéro chômeur et d'avoir une réelle légitimité
à échanger avec les partenaires de l'emploi pour leur dire le territoire a cette capacité à animer une démarche en matière d'emploi. Donc voilà, mon premier, mon premier enseignement, c'est les territoires peuvent aller sur l'emploi. Le territoire est légitime à travailler dessus. La deuxième, c'est plutôt dans les méthodologies de conduite de projet. Plus, c'est un peu ma passion. Mais comme le disait monsieur le maire de Castillon, c'est l'administration par le bas et pas nécessairement une vision descendante. Le principe de l'escalier, c'est que le porteur de projet, dans la méthodologie qui a été appliquée, a été très ouvert d'esprit et très vite a construit une communauté des acteurs qui allaient utiliser le lieu. C'est-à-dire que tous les travaux qui ont été faits autour de nous ont été faits parce qu'il y a eu un travail préalable avec les gens qui allaient utiliser le lieu. Donc, si il est agencé de cette façon-là, cet espace-là, c'est bien parce que les futurs utilisateurs ont dit on aimerait qu'il soit comme ça. Et là, ça a été je trouve que c'est hyper important, ça paraît très logique, mais je trouve que c'est du génie d'avoir à ce point-là écouté les gens qui allaient utiliser le lieu. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Et ensuite, le troisième, c'est notamment sur le rôle qu'a pris l'escalier dans en fait le développement de son territoire en matière d'emploi et de numérique. C'est le renforcement du lien entre les acteurs publics et les acteurs privés d'un territoire. Ce qui me vient, c'est que les champs en fait de l'économie sociale et solidaire nous donnent la possibilité de faire ces coopérations-là. Et à mon avis, c'est un des avenirs pour les territoires, c'est d'avoir la capacité à coopérer avec les initiateurs de nos territoires qui sont de la sphère privée. Ce qui, alors peut-être en Limousin, on n'avait peut-être pas, je sais que des territoires sont plus avancés que nous sur la question, on n'a peut-être pas encore cette sensibilité à la coopération, mais je pense que grâce à des initiatives comme l'escalier, ça commence à venir. C'est tout pour moi. Oui, ce que tu dis, Maxime, est tout à fait juste. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur ces thématiques de l'emploi, de la formation et de solliciter la base, les habitants eux-mêmes. Et la vocation d'un tiers-lieu, c'est aussi ça. C'est de fédérer des habitants autour du projet et que ce lieu soit leur lieu. Et en fait, on se rend compte, moi je me rends compte depuis qu'on a ouvert ici, qu'on rencontre plein de gens sur plein de projets. Il y a par exemple le Secours catholique qui bosse beaucoup en ce moment sur un projet de lutte contre l'isolement. La ville, avec le CCAS, a essayé de toucher les personnes éloignées de tout lors du premier confinement l'an dernier, essaye de fait des actions auprès des seniors. Et on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes problématiques qui reviennent quand on veut toucher les gens intouchables, donc les demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes qui n'arrivent pas à se véhiculer, qui n'ont pas accès à des soins ou autres. C'est toujours la mobilité, le numérique, donc la couverture numérique et puis le savoir utiliser les outils, et puis l'emploi. Donc tout ça fait corps tout ensemble et voilà, il ne faut pas avoir peur de coller cette étiquette à un tiers-lieu en plus des autres parce que c'est complètement cohérent. Après, voilà, c'est aussi des projets qui prennent du temps. Donc là, je parle juste de notre expérience à nous. L'expérience Grande École du numérique, ça a été un gros morceau de mon temps de travail qu'on avait peut-être un peu sous-estimé, mais qu'au final, j'ai réussi à mener à bien. Mais il ne faut pas sous-estimer ce côté gestion administrative. Voilà, en tant qu'organisme de formation, il y a des obligations lourdes et nombreuses. Il faut aussi rester en veille sur les multiples projets qui peuvent se présenter. Voilà, mais être vigilant aussi sur le poids de ces tâches sur la masse salariale. Et puis, voilà, j'ai envie de finir en disant que qu'à travers ce type de projet, on assouvit des missions de service public et c'est important que ce soit réalisé sur des territoires où il n'y a plus d'antenne Pôle emploi, où il y a la mission locale qui est quand même présente régulièrement, qui fait des choses, mais sur une cible bien particulière. Et que des personnes privées d'emploi durablement sachent aussi qu'elles peuvent se rassembler quelque part et œuvrer ensemble, faire réseau, travailler une recherche d'emploi. Chez nous, la première agence Pôle emploi, c'est à 25-30 minutes. Il n'y a pas si longtemps, c'était à 1 heure à Saint-Thierry-la-Perche. Donc, de pouvoir avoir un point d'étape chez nous pour travailler ce sujet, c'est très important.
Merci pour ces enseignements. On va prendre quelques questions. Vous parliez d'engouement sur Zéro Chômeur. Je vois quelques questions qui vous sont adressées. Alors, on va en prendre quelques-unes. Il y avait la question de la mobilisation des publics dans la durée. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Rapidement, c'est quand même un vrai problème. Un projet qui dure 4-5 ans. Comment Oui, on fait? c'est nécessairement un vrai problème dans la mesure où le projet s'est étalé sur plusieurs années. Donc, on a, et c'est heureux d'ailleurs pour les personnes privées durablement d'emploi, une trentaine de personnes qui étaient partie prenante au projet et qui sont finalement sorties du projet, mais par le haut, parce qu'elles ont soit réintégré des parcours de formation, soit trouvé un emploi. Et il faut, avec le noyau dur d'une trentaine de personnes qui est présent, continuer mener le projet dans la durée. Ce sera beaucoup plus simple quand on sera dans l'expérimentation elle-même, puisqu'on pourra cette fois-ci, dans une logique d'exhaustivité, tendre à l'emploi concrètement et à la création d'emplois pour les personnes qui participent au projet. Autre question, le concierge de rue, comment il a été financé, vu que vous n'êtes pas encore dans le dispositif Alors, national? le concierge de ville a été financé Oui, grâce au soutien des collectivités, départements, régions, et puis la commune aussi qui abonde. Mais je tiens à dire aussi qu'il est financé via l'association qui l'emploie, puisque c'est Castilab, si vous voulez, qui est l'association préfiguratrice de l'entreprise à but d'emploi. Il est aussi financé parce que les prestations qu'il délivre sont payantes. Et donc, il y a toujours ce souci aussi qui est annonciateur de la suite de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, et à la fois de soutenir demain par le Fonds national d'expérimentation, c'est-à-dire par la réintégration de dépenses qui sont aujourd'hui passives sur le financement des postes des personnes qui seront en emploi, mais aussi de croiser ça avec du financement privé, c'est-à-dire du financement qui permet de solvabiliser les postes par de la facturation sur le territoire d'un certain nombre de missions qui sont réalisées. Une question sur le souhait des demandeurs d'emploi qui sont accompagnés. Quelles sont leurs préférences a priori? Être salariés, créer leur propre activité répondant aux besoins locaux? Sous quelle forme d'entrepreneuriat? Enfin, il y a tout type de profil? Oui, il y a tout type de profil, mais je crois qu'il y a une volonté de retourner vers l'emploi, qui est très claire. Vous savez, sur nos territoires, ce n'est pas le travail qui manque. Le travail, il y en a en profusion, mais c'est bien l'emploi. Donc, je pense que la première demande est celle-là. Ce qu'on constate au niveau national sur les territoires qui sont déjà en phase d'expérimentation, c'est qu'il y a effectivement des personnes qui, après avoir repris confiance en elles, avoir peut-être testé un modèle d'activité à travers l'entreprise à but d'emploi, souhaitent ensuite voguer vers d'autres modèles, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat individuel, de l'entrepreneuriat en société. Et donc, c'est aussi une forme de richesse, parce que ça veut dire que Territoire Zéro Chômeur de longue durée, même si ce n'est pas l'objectif premier, mais peut aussi servir d'une forme de tremplin pour remettre de la confiance et puis innover aussi sur certaines activités qui n'étaient pas jusqu'alors présentes sur les territoires. Donc en fait, oui, il faut juste accepter que les personnes qui sont là, elles sont là à un moment donné, mais elles sont en flux, elles ont leur vie, Oui, leur parcours, leurs envies, et elles sont là aujourd'hui, demain elles seront ailleurs, c'est j'ai normal. dit tout à l'heure qu'on était dans une forme d'approche individualisée sur les compétences, une approche très bienveillante. Donc on ne peut se féliciter finalement si c'est dans le cadre de leur parcours la capacité ou la volonté de ces personnes de se réaliser sur des projets extérieurs à l'entreprise à but d'emploi. C'est formidable. Ça veut dire qu'en fait, on a atteint notre but aussi. Elles sont présentes sur le territoire, elles y amènent de nouvelles activités, elles s'autonomisent, parfait, allons-y. Une question pour la doublette de Monts et Barrages. C'est quoi peut-être la difficulté à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui pour le développement des activités, des projets autour du tiers-lieu? Ce serait quoi le défi peut-être majeur? La difficulté majeure, c'est de trouver un modèle économique stable, puisqu'on dépend à 90 ou 95% de subventions pour le moment, mais on a d'autres activités sur le lieu, on loue des espaces de travail. Donc ça fonctionne un petit peu en ce moment, mais ce qui nous pose un peu de problème, particulièrement avec la crise, c'est la fermeture du café associatif, qui ne finançait pas tout à fait un poste, mais qui soulageait quelques charges, et puis qui créait du lien social. Donc ça, c'est la grosse difficulté du moment, et
le point sur lequel je vais travailler là dès cette semaine pour envisager une réouverture et recréer des activités avec des bénévoles, donc qui puissent nous aider à programmer des expos, des concerts, des ateliers. Voilà. Et puis qu'on puisse enfin accueillir ces demandeurs d'emploi sur le projet Escale Emploi. Que la vie reprenne, quoi. Voilà. Bon, merci. Vous restez avec nous. On va enchaîner. Je n'ai pas pris toutes les questions, mais je pense qu'on a essayé de répondre directement ou indirectement aux questions. On va enchaîner. Je vais accueillir Lucille Aigron, qui va se joindre à nous pour... Alors, Lucille, vous êtes directrice de la coopérative Tiers-Lieux Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et on vous a invité pour que vous réagissiez à ce que vous avez entendu ce matin. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter et puis de réagir à ce que vous avez entendu et de nous partager un peu votre expérience et le regard que vous avez sur ces questions d'emploi dans les territoires et de la manière dont on peut créer de l'emploi localement. Merci déjà pour l'invitation. Alors, c'était assez riche, dense, inspirant, tout ce qui a été raconté. Donc, en effet, moi, je suis fondatrice, gérante de la coopérative des Tiers-Lieux, qui est une coopérative d'intérêt collectif qui s'occupe d'animer un réseau régional de 286 lieux sur toute la Nouvelle-Aquitaine. La particularité, c'est qu'on travaille depuis 10 ans en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine sur favoriser l'émergence d'espaces de travail partagés, alternatifs, en milieu rural en particulier ou dans des zones fragilisées, pour justement permettre à n'importe qui, salarié en situation de travail à distance, indépendant, habitant, demandeur d'emploi, de pouvoir se saisir d'un lieu de proximité pour à la fois démarrer un projet, rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait pas rencontrées ailleurs. Donc provoquer comme ça dans ces lieux de travail partagés des rencontres improbables pour que ça crée des déclics. Donc ça, c'est vraiment la première vocation de la structure, c'est vraiment d'animer ce réseau-là. Et depuis peu, on travaille aussi sur l'émergence d'une proposition de formation à proximité des gens, avec à la fois les acteurs de la formation, mais aussi grâce aux compétences qu'on va trouver dans les lieux et les acteurs de l'orientation. Parce que pour nous, c'est assez important de pouvoir se saisir aussi de cette question de l'orientation tout au long de sa vie et la formation tout au long de sa vie, auquel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'aller se former, de continuer à apprendre, etc. Moi, ce que je retiens beaucoup là de ce qui a été dit, c'est que c'est des temps longs d'intermédiation pour que les acteurs se connaissent en fait, même si on est sur un même territoire, chacun va travailler sur son objectif, son silo et qu'en fait, on se rend compte que plus on coopère autour de cette question-là, plus on va être efficace et plus on va repenser le modèle de la remobilisation des personnes en demande d'emploi. Il y a aussi toutes celles qui sont en emploi qui demain ne le seront plus, ou en tout cas qui seront dans des passages, des transitions professionnelles, parce que on va changer 4-5 fois de structure, 4-5 fois peut-être de région, de métier. Moi, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai changé 4 fois de métier, j'ai changé 4 fois de statut, je suis passée de l'emploi jeune, j'ai été contractuelle à la fonction publique, j'ai été indépendante, maintenant je suis salariée associée. Enfin, vous voyez, en fait, à chaque fois, ça demande de se re-questionner sur sa posture par rapport à sa relation à l'emploi, la relation à la structure et surtout la façon d'y arriver. En fait, elle est, pour moi en tout cas, elle a été peu liée aux acteurs de l'emploi. Elle a été beaucoup liée à la question de la rencontre avec des gens qui m'ont inspirée, m'ont amenée finalement à me retrouver en situation d'être acteur de mon propre parcours. Et ça, c'est hyper important. Et dans l'histoire aussi des tiers-lieux, sur les 10 ans là, sur lesquels on a travaillé, et pour avoir fréquenté les publics et en avoir été un de mon côté, il y a vraiment cette notion de pouvoir agir sur sa propre situation, avec de l'aide, avec de la facilitation, avec des acteurs qui sont là pour amener des ressources matérielles, immatérielles, provoquer des expériences. Donc là, l'expérience de la concertation, elle est assez révélatrice parce qu'elle montre que la mise en confiance des individus, elle passe aussi par des expériences collectives.
expériences collectives qui peuvent être liées au quotidien du travail dans les tiers-lieux comme ça, et aussi parce qu'on a provoqué des expériences collectives sur les territoires. Nous, on est assez attachés sur la question de la formation à proximité des gens, de pouvoir comment dire, travailler sur la question de l'émancipation. Au-delà de parce qu'il y a eu tout un pan et c'est nécessaire encore, de travailler sur l'adéquation des besoins du territoire en emploi et des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais il y a je pense là et ça s'amplifie avec la crise, avec cette quête de sens qu'on a, par rapport au travail. On a envie de contribuer à quelque chose. On n'a plus envie de travailler comme ça, en se disant que c'est inutile, et que voilà, ça répond pas aux besoins écologiques, sociaux. Enfin voilà, on sent qu'il y a une quête de sens, qui est hyper importante. Et dans, la question de la remobilisation, la question de l'émancipation de la personne dans son acte au travail ou dans son activité, c'est quand même 8 à 9 heures par jour. Donc, il faut qu'on puisse quand même y trouver un peu de sens et voilà, qu'on ait envie de continuer. Beh, la question de l'émancipation, elle se pose et elle se fait parce qu'on va le penser, ce parcours d'émancipation, et que du début à la fin, on ne va pas le lâcher. C'est ce qui fait qu'on va garder les gens en confiance aussi, sur, le parcours de remobilisation. Donc il y a ce temps long, mais qui est nécessaire à toute forme de coopération, et vous l'avez dit aussi, il y a la notion de confiance qui est pareil, qui se fait sur du temps long et qui se construit comme ça. Et qui est, comment dire? Qui est fragile. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on sent que, voilà, le projet peut basculer, que la mobilisation des acteurs, elle est un peu friable, voilà, et donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc je vais en profiter pour remercier le travail d'Élodie, parce que je sais comme c'est compliqué de maintenir des dynamiques comme ça dans des lieux collectifs. Et que le financement, et vous l'avez évoqué aussi, le financement de cette intermédiation, aujourd'hui, elle n'est pas reconnue. Voilà, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas dans des dispositifs tout prêts, et qu'à mon sens, tout le travail qui est fait là dans les tiers-lieux, mais aussi dans d'autres formes de coopération territoire zéro chômeur, elle est peu soutenue. Après, je m'étais fait plein de petites notes, mais je ne me rappelle plus. Non, il y a la question de l'accessibilité aussi, c'est-à-dire que parce que là, on a 2 exemples qui sont très peu standards. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de bifurquer, trouver une alternative, de faire autrement, de se dire: «Bon, de toute façon, ça ne marche pas comme ça, donc comment on y va?» Et donc il y a plusieurs ingrédients. Le premier, c'est la question de l'accessibilité. On l'a vu avec Saint-Léonard de Noblat, où il y a une vraie difficulté à accéder aux services publics, et dans quelle mesure ces lieux-là, qui sont issus de la société civile, se sont mobilisés collectivement pour apporter des réponses qui ne sont pas celles complètement du service public avec ses normes, ses protocoles, etc., mais qui vont amener une autre forme de réponse. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer, tirer son numéro en attendant de pouvoir passer, hein. C'est que là, la porte du café associatif, c'est une porte qui est accessible, flexible, ouverte, on y rentre sans ticket. Et en fait, ça change beaucoup de choses dans la façon dont on va pouvoir percevoir après, la façon dont on peut s'emparer de ce lieu et des ressources qui sont à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, la question de l'accessibilité à tous, dans des lieux qui sont neutres. C'est pareil, il n'y a pas de marqueurs, qui disent: «Je rentre avec mon étiquette, Pôle emploi, demandeur d'emploi, pardon, et je rentre en tant qu'individu avec des besoins», d'ailleurs qui sont plutôt multiples, hein, puisqu'on parle d'emploi, vous en avez parlé un peu, avec des difficultés sociales, familiales, qui comptent, dans la question de la remobilisation. On a quand même une personne sur 5 en France qui est en situation d'aidant familial. C'est pas rien, ça veut dire que ça va contraindre aussi le parcours des personnes qui vont se retrouver en recherche d'emploi. Il y a la monoparentalité aussi aujourd'hui qui compte beaucoup. Enfin voilà, il y a des nouveaux marqueurs qu'on n'avait pas autant il y a plusieurs années, et ce qui fait que on ne peut plus penser la question de l'emploi comme on l'a pensé dans les années auparavant, et qu'on est obligé d'être plusieurs parce qu'on n'est ni spécialisé en social, en emploi, en aidance familiale. Donc on a besoin d'être plusieurs pour pouvoir prendre la personne dans sa globalité et non pas juste avec sa casquette demandeur d'emploi.
Et je pense qu'il faut qu'on arrive à s'enlever ce truc aussi là d'étiquette demandeur d'emploi. Que c'est des gens qu'on a en face. Donc en fait, ce que tu racontes là, c'est un peu des nouveaux modes de faire pour accompagner les personnes, parce que la société a évolué, les besoins sont différents. Il faut maintenant un peu faire autrement et faire avec tout le monde, quoi. Monsieur Bréa, un commentaire sur ce que vous avez entendu? Non, ce qui vient d'être dit me paraît tout à fait juste, et notamment dans l'approche qui remet les personnes au centre des démarches, parce qu'effectivement, on est souvent dans des logiques de politique publique où on raisonne par public cible, par case, pardon de parler ainsi, mais voilà, et puis on voit toute la limite de ça. À un certain moment, les personnes rentrent dans toutes les cases, mais dans plus aucun dispositif. Elles sont dans toutes les cases, mais plus personne ne peut trouver de solution. Je crois que conserver cette idée d'une globalité de l'accompagnement me paraît nécessaire. Et puis, je reviens et j'assiste, je martèle, je plaide en faveur aussi de la prise en compte des désirs individuels. Vous savez, vous l'avez dit, la crise qu'on traverse remet les questions de sens au cœur de nos démarches individuelles et collectives, et écouter déjà ce que souhaitent faire les personnes, c'est déjà avoir fait une bonne partie du chemin avec elles pour trouver par la suite les voies et moyens de leur permettre de revenir vers l'emploi. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Ça paraît peut-être un peu philosophique comme propos, mais après tout, on peut aussi l'assumer. Et en tout cas, je vois qu'entre cette approche qui peut paraître un peu philosophique et la réalité derrière de ce que ça peut produire en termes d'engagement personnel et collectif, il y a des tas de choses très belles qui peuvent se produire. Donc j'ai envie d'y croire. La démarche qu'on a conduite m'amène à le penser encore plus fortement qu'il y a quelques années. Parmi tous les tiers-lieux que la coopérative accompagne, est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives sur l'emploi, l'orientation, l'accompagnement des personnes dans la professionnalisation? Est-ce que c'est un marqueur des tiers-lieux aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine? De plus en plus, ouais, on est moins qu'il y a 10 ans voilà, on est toujours des lieux d'accueil pour n'importe quel type de public, peu importe le profil, le statut, et cetera. Mais plus ça va, plus parce que pour nous, un des fondamentaux, c'est l'ouverture à tous. Et en fait, on est encore contraint aujourd'hui de demander des petites contributions financières à chaque personne qui vient. Et pour ouvrir davantage et permettre à n'importe qui de rentrer dans ces lieux, du coup, on génère du projet. On génère du projet avec des acteurs du territoire. Ça ne se fait pas tout seul dans le lieu, mais ça se fait avec d'autres types d'acteurs. Et donc, la question des grandes écoles du numérique, il y a eu plusieurs expériences. On en a tenté une, on en a réalisé une avec la SMALA à Saint-Julien-en-Born, avec une petite promo de gens qui avaient vraiment de grosses difficultés de handicap social, et cetera. Et en fait, ce qui était intéressant de voir, c'est que le midi, ils allaient manger à prix coûtant dans le café associatif. C'était les bénévoles qui faisaient à manger pour eux. Il y avait des logements qui avaient été trouvés parce que sinon, il y avait une difficulté à accéder à la formation. La question de l'expérimentation avec Pôle emploi, on l'a déclinée auprès de 5 lieux pour justement tester, voir quels résultats, quel impact ça pouvait avoir, de faire simple, de proposer juste d'ouvrir la porte à des gens qui n'auraient pas eu l'idée ou qui avaient des freins pour y rentrer. Donc, et la question de l'orientation, c'est pareil, elle arrive de plus en plus. Donc, aujourd'hui, on travaille avec des réseaux d'acteurs pour continuer à ouvrir davantage de lieux. Donc pour nous, c'est vraiment un objectif encore à creuser, quoi, pour pas qu'on soit sur des lieux avec que des gens autonomes dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. Et l'idée, c'est d'ouvrir plus largement les portes et de faire en sorte que les gens se croisent, peu importe avec quelle casquette. Donc on peut imaginer que les tiers-lieux vont continuer à investir ces thématiques-là, de l'emploi, de la qualification dans les années qui viennent, et vous allez continuer à monter en puissance sur ces questions-là. À condition que la question de l'intermédiation, elle soit reconnue à un moment donné. Il y a des Ce moyens, rôle-là bien sûr. d'acteur de la coopération puisse être reconnu. Sinon, Elodie l'a évoqué, il y a des vrais problèmes de modèle économique derrière ça. Une des conditions de réussite, donc, d'accompagner tous ces lieux pour remplir ces missions d'animation, d'accompagnement, d'intermédiation, parce que vous remplissez, je le disais l'autre jour avec les collègues de Saint-Léonard, une mission de service public. Donc à un moment donné, il faut que ça se finance.
Maxime et Élodie, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Ce sera Oui, votre mot de la fin. Je remercie Lucie d'avoir mis un peu en lumière un côté que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure qui m'a traversé l'esprit. C'est pour les personnes en insertion, en recherche d'emploi, qui sont un petit peu encroûtées depuis un moment dans une situation indépétrable. C'est important de mettre les pieds dans un lieu qui n'est pas une institution habituelle. Ils vont pas à Pôle emploi, ils vont pas à la CAF, ils vont pas à la Sécu ou la mission locale, et pourtant ils vont, en venant aux ateliers qu'on veut mettre en place, ils vont se remettre le pied à l'étrier pour trouver un emploi. Et en plus, ils vont faire émulsion au sein d'un groupe, c'est-à-dire ils vont bosser entre pairs, ils vont faire réseau. Et tout ça dans un lieu qu'on essaye de rendre le plus possible sympa et convivial. Donc et près de chez eux. Donc ça change quand même la donne dans une démarche de remobilisation personnelle. D'où l'intérêt des tiers-lieux sur ces questions-là. D'après moi. Eh bien, Maxime, c'est bon ou tu... Oui, moi je conclus. Je rejoins la philosophie qui a été évoquée, et notamment sur, en tout cas, le rôle qu'on me donne d'agent public. En fait, c'est de permettre aux gens, quels qu'ils soient, d'aspirer. En tout cas, de leur permettre d'aspirer à ce qu'ils veulent. Et je pense que cette thématique de l'emploi et le travail qu'on fait dessus, y contribuent, quoi. Donc, bon, eh bien, merci à Maxime et Élodie. Merci Jacques Breillat. Merci à vous. Merci Lucie Merci Legros. à vous. Avant de conclure, je précise pour les participants, parce que je vois que nos collègues de la Haute-Vienne sont masqués. Nous, le masque, il est à portée de nez et à portée de main. On ne l'a pas mis sur le plateau pour des raisons d'aisance et un peu aussi d'esthétique. Mais on a essayé de rester à distance respectable pour les règles sanitaires. Alors, Maïder, tu vas nous rejoindre pour la conclusion. Donc, ce séminaire touche à sa fin, du coup. On arrive au bout. Oui, Christophe. Merci pour vos interventions. Pour les participants, vous serez très prochainement destinataires des éléments de restitution, et également pour les inscrits qui n'ont pas pu suivre ce webinaire. Donc, notamment les idées clés du webinaire, le replay, évidemment, un article qui sera rédigé par Lucille Aigron. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information sur l'emploi si le sujet vous intéresse. Christophe, tu nous parles des prochains rendez-vous? Alors, les prochains rendez-vous, donc sur l'emploi, le prochain rendez-vous, c'est un peu le complément d'aujourd'hui, ça sera le 15 juin. On va organiser des ateliers de passage à l'action. Donc, on va travailler sur des études de cas concrètes problématisées qui seront amenées par vous, les participants. Donc, c'est le réseau régional qui va amener des études de cas pour qu'on en parle en collectif, des études, des problèmes qui seront amenés par vous et qui seront enrichis, on va dire, des situations enrichies par l'intelligence collective. Donc, on vous invite à vous inscrire. On a déjà les formulaire d'inscription en ligne, et dans ce formulaire, vous pourrez faire part des études de cas que vous avez envie de partager, qu'elles soient d'ordre méthodologique, systémique, ou sur des thématiques plus ciblées, sur la mobilisation des publics, sur la relation aux entreprises, sur la construction de parcours de formation. On reviendra vers vous dans les prochaines semaines pour affiner le programme et sélectionner les projets. C'est donc le 15 juin à 10h. Un autre rendez-vous de PQNA qui est sur l'inclusion numérique, un autre projet un autre chantier thématique qui est porté par PQNA, en l'occurrence par notre collègue Laurine Brun. Le 27 mai matin, PQNA organise un webinaire sur les facteurs clés de réussite d'une démarche d'inclusion numérique. Il y aura une conférence introductive de Pierre Mazet, qui est chercheur en sciences sociales et spécialiste sur les usages numériques et la dématérialisation. Il y aura une table ronde avec la participation d'acteurs locaux. Donc, on a les informations, je crois, sur le chat et puis sur notre site internet. Merci à l'ensemble des intervenants et des participants, et à très bientôt, le 27 mai et le 15 juin. À bientôt. À bientôt. Au revoir.